Chères auditrices et chers auditeurs de la robe numérique, cette année ne va pas déroger à la règle. On va sur mon sujet de prédilection, la cybersécurité, comme vous le savez. Dans un contexte où la protection des données, mais également des flux Internet devient un véritable enjeu de souveraineté, une entreprise française qui a plus de 20 ans se démarque, Olfeo. Avec plus de 20 ans d'expérience, comme je viens de vous le dire, Olfeo est un acteur clé dans le domaine de la cybersécurité et particulièrement dans le Security Service Edge sur la scène européenne, puisqu'il n'y a pas de concurrent européen à Olfeo. Face aux grandes solutions américaines, Olfeo propose donc une solution européenne pensée pour les ETI, mais également pour les collectivités territoriales, avec un taux de reconnaissance de plus de 99,5%, on va en parler, grâce à une base de données de contenu Internet entièrement développée en France. Donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Alexandre Souillet, PDG d'Olfeo, qui va nous expliquer comment Olfeo aide les entreprises à reprendre le contrôle de leurs données et des flux, en rendant cette technologie de cyber accessible, y compris lorsque nous sommes dans des environnements complexes. Alexandre, bonjour et merci d'être au micro de la robe numérique. Bonjour Ariana, je suis ravi d'être présent. Avant qu'on rentre dans la tech, avant qu'on rentre dans le dur, je voudrais que vous nous racontiez un peu la création d'Olfeo, parce que c'était il y a 20 ans. Un monde où il n'y avait pas Internet comme on le connaît aujourd'hui, où il n'y avait pas le télétravail, où les entreprises qui avaient Internet avec des flux raisonnables étaient encore, disons, peu nombreuses. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez créé Olfeo, quel constat, quelle réponse, et du coup, quelle histoire sur la création d'Olfeo. Très bien. Écoutez, effectivement, il y a 20 ans, le Internet existait déjà. Hein. On n'était plus sur le Minitel, mais effectivement, les usages étaient différents, les besoins étaient différents, les applications étaient très différentes. Mais dès cette époque, hein, donc moi j'ai créé Olfeo en septembre 2003, les entreprises étaient confrontées à un ensemble de risques parce que l'Internet étant relativement nouveau, les comportements des collaborateurs pouvaient être à risque pour eux-mêmes et aussi à risque évidemment pour l'entreprise. Donc je peux effectivement vous rappeler ce qui se passait. L'Internet chez soi, c'était souvent des débits relativement faibles. Quand on avait Internet. Quand on avait Internet, voilà, ça pouvait être effectivement être en plus assez cher. Et beaucoup de personnes considéraient que c'était beaucoup plus facile, hein, beaucoup plus simple d'utiliser Internet de façon souvent abusive sur le lieu de travail. Donc il y avait déjà un enjeu de productivité, hein, puisque 60-70%, on a fait des statistiques là-dessus, de l'usage était un usage personnel, hein, ce qui était énorme. Mais plus grave que ça, ça pouvait aussi conduire à des risques juridiques forts, parce que les gens trouvaient ça très amusant d'aller consulter des sites pédophiles, de vente de drogue, etc., parce que c'est toujours plus facile au bureau. Et puis assez vite est arrivée la période du piratage des films et de la musique, du peer-to-peer, avec la création d'Adobe, etc. Et là aussi, c'était évidemment beaucoup plus intéressant de le faire au bureau, puisque Adobe avait du mal à identifier les collaborateurs dans les établissements, dans les entreprises. Le débit était meilleur, donc ça présentait beaucoup d'avantages. Voilà. Donc déjà à l'époque, les entreprises avaient pris conscience de cette nécessité de se protéger. Et en 2003, il y avait déjà des solutions qui existaient. Mais ces solutions étaient toutes déjà américaines, puisqu'évidemment les besoins étaient apparus 4-5 ans avant aux États-Unis. Donc il y avait des éditeurs qui s'étaient positionnés sur ce marché et qui développaient des solutions capables, à partir d'une base de données d'URL, et qui étaient classées en catégories, étaient capables de protéger l'entreprise en leur permettant de donner des règles en disant j'interdis tous les sites pornographiques, terroristes, etc. Et ces solutions américaines commençaient à bien pénétrer le marché en 2003, mais elles avaient un gros problème, c'est qu'elles ne connaissaient pas ou très mal les sites visités par les internautes français. Des sites français bien sûr, mais même des sites européens en général. Et donc c'est des véritables passoires, puisque beaucoup de sites n'étaient pas reconnus et étaient laissés passer par défaut.
Donc en fait, ils n'arrivaient pas à filtrer correctement les URL des sites, je vais dire interdits, ou en tout cas que l'entreprise souhaitait voir interdire, parce qu'ils n'en connaissaient pas l'existence finalement. Voilà, parce qu'en fait, leur base de données était constituée avec une expérience sur le marché américain, plus un peu asiatique, un peu européen. Mais le taux de reconnaissance des sites était faible. Donc vous aviez par exemple des sites pédophiles sur Free. Ils les connaissaient pas parce que Free, au niveau mondial, ça représentait pas grand-chose à l'époque. Et donc, ils en avaient pas mal de classer ces sites. D'accord. C'est en cela que c'était des passoires. Donc, les entreprises mettaient ces filtres, mais ils étaient peu efficients. Et il suffisait d'aller déjà sur Google à l'époque pour trouver des sites qui passaient facilement ce filtrage. Et donc, c'est un peu... c'est ça qui m'a donné l'idée. D'une part, parce que c'est un marché... qui commençait à naître et qui allait un marché de croissance, et ça tout le monde le disait, la sécurité de contenu. Et puis d'autre part, parce que les solutions existantes étaient peu pertinentes. C'était mal adapté finalement au marché européen. Voilà. Et donc la création d'Olfeo est partie d'une idée extrêmement simple, c'est de proposer un outil de filtrage d'URL à l'époque qui répondait aux besoins des entreprises et des organisations françaises, avec un filtrage de meilleure qualité, puisqu'on reconnaissait beaucoup mieux les sites. On travaille spécifiquement sur le marché français et européen. Et puis on les classait beaucoup mieux. À l'époque, parce qu'il n'y a pas que l'aspect reconnaître le site, après il faut le classer dans la bonne catégorie. Donc par exemple, le site de Goemio était classé dans drogue et alcool dans ses produits, parce que c'était la vision qu'ils en avaient. On avait aussi beaucoup de problèmes sur des sites religieux, de scientologie, etc. Donc il y avait aussi un problème culturel dans le classement. Et donc Olfeo a apporté cette double réponse, à la fois de mieux reconnaître les sites et de mieux les classer. Donc apporter un filtrage de bien meilleure qualité. Donc finalement, à cette époque-là, quand vous créez Olfeo, on comprend que l'époque dit attention au comportement des utilisateurs et des collaborateurs dans l'entreprise qui vont utiliser l'outil Internet à des fins personnelles. Et donc on on filtre ce comportement-là. Aujourd'hui, il y a quand même un changement là-dessus. Alors, il y a beaucoup de changements. Là, je vous parle de ce qui se passait il y a 20 ans. Oui, mais c'est pour justement arriver à mettre en exergue cette évolution, parce que culturellement, on place l'outil après de manière différente dans le pool de solutions cyber qui est disponible aujourd'hui pour les entreprises. Donc là, à cette époque-là, c'était vraiment ça. C'était contrôler, entre guillemets, le comportement du collaborateur pour protéger l'entreprise et pour le protéger de lui-même, au final. Pour protéger des accès illicites, puisqu'il pouvait être considéré comme complice des accès illicites. Il y avait aussi cette notion de productivité. Et à l'époque, la partie pure cyber, attaque par malware, etc., était assez peu répandue. Elle est venue assez vite, mais c'était plutôt dans les années 2005-2006. Donc effectivement, alors Olfeo a tout de suite eu un succès important, puisqu'il y avait un gros besoin, et donc tout le monde s'équipait, donc c'était des années de croissance très importante. On a d'abord commencé par équiper des sociétés de taille petite, et puis de plus en plus grosse. On a construit un réseau de partenaires, et donc on a démarré une croissance rapide et forte. Et puis avec le temps, effectivement, les comportements ont changé, donc les internautes, ou même au bureau, ont commencé à s'éduquer avec des comportements un peu plus vertueux, et puis ils se sont bien rendus compte que ces solutions existantes, ils ne pouvaient plus faire n'importe quoi parce qu'ils étaient logués, puisqu'il y a notamment la loi antiterroriste, dite loi Sarkozy, qui est obligée d'avoir des logs nominatifs. Donc tout ça a été commencé à se savoir. Donc ces comportements se sont aussi nettement améliorés, mais c'est grâce à la loi, mais c'est aussi grâce à nos produits. Il y a ceux de nos concurrents, bien évidemment, mais voilà, il y a eu une adaptation. Voilà, exactement. Et voilà. Et après, donc sont apparus effectivement de nouveaux risques, et notamment les risques cyber, avec la création des ransomware, qui arrivaient par différents canaux, dont le mail bien sûr, mais aussi le web. Et c'est vrai que certains sites étaient des véritables pièges pour entraîner des personnes au bureau à aller sur ces sites, qui téléchargent de façon plus ou moins évidente des contenus malicieux qu'ils installaient sur les postes, qui remontaient dans le système, etc. Donc c'était des ransomware qui étaient destinés aux collaborateurs, mais surtout à pénétrer les entreprises. Donc ça, c'est arrivé assez rapidement, mais plutôt dans les années 2007, 2008. Voilà. Dans les étapes importantes, il y a eu le chiffrement, puisqu'on est passé du HTTP au HTTPS, donc avec du chiffrement TLS. Donc il a fallu aussi proposer des solutions de chiffrement. Très vite aussi, on a eu des problèmes de bande passante,
puisque les sites étaient de plus en plus volumineux avec la vidéo, etc. Donc il a fallu réguler. Donc le débit était quand même limité, jusque dans les années 2010 quasiment, même un peu plus. Et donc on a fait des fonctions de QoS pour prioriser les flux, que les collaborateurs qui avaient des comportements plus vertueux en allant sur des sites professionnels soient prioritaires en matière de bande passante. Donc on a aussi ça, on a eu deux étapes plus techniques de filtrage protocolaire, puisqu'on a vu l'apparition donc, du peer-to-peer, donc un autre protocole, donc on voulait aussi protéger nos clients vis-à-vis de ça. Donc voilà, donc il y a eu toute cette phase où Internet a beaucoup changé et où vraiment la cyber est apparue. Donc nous, on se définissait au début comme un éditeur sécurité, mais aussi très réseau. Et cette coloration cyber, elle est venue dans ces années 2010. Ok, donc plus tardivement voilà. à la création. Voilà. Alors, d'un point de vue produit, où on en est, qu'on est arrivé, donc on a à nous rajouter à chaque fois des fonctionnalités, des produits pour avoir une couverture la plus générale, la plus importante possible, puisque évidemment nos clients souhaitaient ne pas multiplier les éditeurs et avoir des solutions intégrées, performantes. Et donc, on a rajouté à chaque fois des produits pour répondre à ces besoins. Donc, donc, grand virage de cybersécurité, avec des attaques de plus en plus complexes, des ransomware qui utilisaient des doubles attaques web et aussi phishing. Donc, le principe, c'est j'envoie un mail assez anodin alléchant, et donc je vais qui va m'entraîner à aller cliquer sur une URL qui va me conduire à un site web, et là qui contient des malwares avec des choses de plus en plus subtiles. Donc nous on s'adapte, et donc on est un anti-spam, évidemment c'est indispensable, mais c'est très important d'avoir un outil de filtrage, parce que au moment où la personne clique, on va à nouveau la bloquer. Justement, c'était un peu ma question quand vous parlez des mails, c'était par rapport à une solution anti-spam, c'est finalement très complémentaire. Très complémentaire, oui. Parce qu'en fait, les premiers mails qui étaient reçus contenaient des charges virales. Donc, il y avait le virus en pièces attachées, en exécutable, etc., en fichier Word, déjà utilisé. Et puis après, ils ont arrêté de faire ça. Donc, le mail ne contient aucune charge virale. En fait, il va juste vous conduire à aller cliquer sur un lien. Il va vous faire sortir, en fait, et aller sur Internet. Voilà, exactement. Et en fait, donc aujourd'hui, 80% des attaques par ransomware qui fonctionnent sont liées à du phishing. Mais le mail, il est complètement... alors, il est propre. Il est propre, il est de mieux en mieux construit, mais lui-même ne contient aucune charge virale. Voilà, donc ça, c'était un virage important. Et puis après, il y a eu des changements de comportement. Donc, on a eu le nomadisme, qui a été évidemment complètement accéléré par le Covid. Le Covid, voilà. Mais ça, c'est-à-dire qu'il fallait être capable de proposer des solutions de filtrage en situation donc de classement professionnel. Donc, ça veut dire contrôler le flux en local sur le device, avec des agents, parce que l'idée c'était, alors il y a toujours le VPN qui permet de recouper tout le trafic, mais c'est lourd pour l'entreprise, donc il y a eu nécessité de trouver des solutions pour proposer un filtrage sur le poste uniquement des flux internet. Donc là c'est l'arrivée justement des solutions dites SSE. Donc ça, pour bien comprendre, peut-être juste pour bien expliciter ce que ça veut dire que si je comprends tout, j'ouvre mon ordinateur, je me connecte à Internet, et du coup, de base, j'ai un filtrage, finalement un contrôle de ma navigation sans que j'ai d'action en tant qu'utilisateur à réaliser. C'est ça. Je préfère vulgariser, parce que c'est pas toujours évident. On se comprend, mais c'est pas toujours évident de se rendre compte de ce que ça veut dire pour l'utilisateur. Aujourd'hui, on voit aussi que les solutions de cyber, quand on rajoute des couches, c'est pas toujours user-friendly de prendre son poste le matin, qu'on soit au bureau ou qu'on soit en distanciel, on doit se connecter à tout un tas de choses. Là, on parle de quelque chose qui est transparent pour l'utilisateur. Je pense que c'est important quand même de le souligner, parce que il y a un confort dans l'usage, finalement. Pour que la solution de cyber soit acceptée, soit performante et toujours active, surtout, il faut qu'elle soit le plus furtive possible. C'est-à-dire que pour le collaborateur, il n'a rien à faire. À la rigueur, on se fait oublier. Il y a que s'il il a un comportement qui n'est pas un comportement normal, de façon volontaire ou involontaire. Typiquement, maintenant, les mails de phishing sont extrêmement bien faits. Donc, on peut parfois se faire prendre.
bon bah là on le bloque, là il nous voit, mais sinon il nous voit pas. Oui. On fait un travail sous-jacent et on se manifeste que quand il faut bloquer un flux ou mettre des indications particulières. Voilà. Et c'est vrai que le changement de la cyber, on est passé d'un mode forteresse, hein, c'est-à-dire qu'à une époque, toutes les données, enfin une époque encore très récente, hein, on parle d'une décennie, toutes les données étaient dans les data centers de l'entreprise, et avec une protection périmétrique, avec ce qu'on fait, donc ce qui s'appelle des passerelles de sécurité web, hein, qui sont des compléments des firewalls, le firewall d'autre part, vous bloquez l'entrée-sortie d'un espace confiné, et ça se passait très bien. Avec justement le nomadisme, la donne a complètement changé, puisque l'entreprise s'est étendue dans l'espace, dans des filiales, mais aussi chez les gens, en télétravail, chez les clients, dans des bureaux distants, etc. Donc cette problématique nouvelle. Donc du coup, il a fallu apporter des solutions et donc embarquer du code logiciel sur les devices pour qu'ils puissent appliquer ce filtrage. Ça aussi, c'est un changement de comportement. Enfin, c'est un changement pour vous qui est assez majeur parce que on part d'une connexion Internet qui était celle de l'entreprise. Oui. Finalement, c'est facile. C'est cette fibre-là, c'est ce réseau-là de plein de réseaux différents parce que je me connecte de mon Wi-Fi chez moi et donc c'est pas l'URL de base, c'est pas mon adresse. Alors l'adresse mon adresse IP est la même, mais vous allez non, mais c'est passer pas mon par adresse... un fournisseur d'accès qui est voilà, c'est pas l'IP de l'entreprise. Donc tout à fait, c'est une nouvelle problématique. Ça va. Tout à fait, donc ça a changé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est ça qui a donné naissance à ce concept de Security Service Edge, c'est-à-dire qu'on va apporter la sécurité à la frontière, à la bordure, à l'edge, et ça en a une très très bonne illustration. On a aussi le BIOD, hein, c'est-à-dire qu'on a autorisé les collaborateurs, alors là c'est différent, venir avec leur propre device, donc PC ou smartphone en entreprise pour utiliser le Wi-Fi de l'entreprise. Et si les gens avec des produits qui sont eux-mêmes infectés, ils vont rentrer au bureau et infecter tout le monde. Donc ça, c'était aussi une autre problématique qu'on a eu à traiter. Vous répondez comment à cette problématique? Parce que le Bring Your Own Device, là, c'est ce qui est très marketingement super chouette quand on est un collaborateur. Moi, je suis sous Mac, je veux rester sous Mac. Enfin, voilà, ce type de choses. Vous le gérez comment? Parce que je pense que là, pour des sociétés qui nous écoutent, qui ont forcément des gens, et notamment, je pense à des gens dans des services spécifiques qui veulent avoir tel type de machine parce qu'ils ont leurs habitudes, etc. Comment vous répondez à quel produit? Parce que je pense que ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut s'attarder quelques minutes là-dessus. Je pense que ça, c'est un vrai problème que les entreprises peuvent rencontrer et auquel on ne sait pas toujours répondre. Tout à fait. Alors, déjà, la cyber, vous avez des outils, il y a aussi des comportements, il y a aussi ce que vous pouvez accepter, ce que vous pouvez pas accepter. Donc, si des gens ont des demandes qui sont trop farfelues, vous êtes en droit de dire non. Je dirais non seulement en droit, mais quasiment en devoir. Dans certains cas, de dire non. Ensuite, si vous autorisez des machines, on parlait des Mac, j'en ai chez moi. Donc non, mais j'ai dit Mac, mais ça pourrait être autre chose. Enfin, ils peuvent dire, je veux travailler sous Linux, moi je veux pas entendre parler de Windows. Enfin, ça peut être aussi, c'est pas le sujet. Nous, sur le FEO, on a de tout, évidemment. Et par nécessité. Hein. Mais dans ce cas-là, il y a des solutions. Nous, nos solutions, elles sont multi-plateformes. Voilà. Après, il peut toujours y avoir des cas qu'on ne couvre pas, qui sont de plus en plus rares. Donc il y a déjà un contrôle. Il faut quand même être raisonnable et accepter ce qui est acceptable. Et si vous n'avez pas de solution de sécurité du tout, il vaut mieux l'éviter. Bon, après, parce qu'il faut intégrer au fait dans votre stratégie, dans votre SI, tous les types de devices. Vous pouvez pas laisser. Après, il y a des cas même de visiteurs. Là, vous pouvez les contrôler. Et vous ne pouvez surtout pas installer des logiciels sur des devices de visiteurs. Si vous m'avez demandé d'installer tout à l'heure un logiciel, je pense pas que j'aurais accepté. Enfin, vous aurez pu vous n'êtes pas non plus obligé de m'autoriser à accéder à Internet. Non. Alors, il y a des solutions plus simples, notamment à travers le filtrage DNS, du filtrage DNS, qui permet justement sans avoir à installer de choses, de modifier des configurations sur les postes des visiteurs, de faire un niveau de filtrage qui peut être assez strict pour éviter au maximum des corruptions de votre SI. Voilà, donc là,
Là, le filtrage DNS, on est d'accord que là, en fait, c'est une whitelist, il peut se connecter à ça, tout le reste, c'est non. Voilà, alors c'est toujours pareil, on peut utiliser des whitelists, on peut utiliser des blacklists, enfin des blocklists, comme on dit. Non, mais ce travail-là, je veux dire, d'inventaire, Oui, se bien fait sûr, avec bien sûr. vous, Oui. au regard de l'organisation, de sa doctrine, de ce Ouais. qu'elle a envie d'autoriser ou non, et donc du niveau acceptable pour elle. Oui. On est d'accord que Tout du à coup, fait. Alors, c'est... en fait, tous ces produits de filtrage qui représentent la moitié, à peu près. Le filtrage, c'est à peu près la moitié de notre activité. Fonctionnent sur le même principe, que ce soit du DNS, du proxy, TLS ou pas. Vous avez une console logicielle d'une part, et vous avez une base de données de contenu d'autre part. Cette base de données, elle contient des millions de domaines, d'IP, d'URL, qui sont associés à des catégories. Et la console va vous permettre de dire, j'autorise ou j'interdis telle ou telle catégorie, mais je peux même spécifier ces politiques par population. Donc, dire tel service marketing, par exemple, communication, il a plus d'accès que le service commercial, par exemple. Je pourrais aussi jouer sur les plages horaires en disant, voilà, j'autorise les gens à aller sur ces sites en dehors des heures de bureau, et puis avoir des politiques un peu différentes à d'autres horaires. Donc cette console vous permet de configurer votre politique, mais c'est bien l'entreprise qui doit déterminer sa politique. C'est en aucun cas Olfeo. Nous, on ne fait que, entre guillemets, associer des IP, des domaines à des catégories, et de voir par rapport à votre politique si ça match et si vous donnez accès et à quelles conditions et à quelles personnes. Voilà. J'imagine si je suis une entreprise, une organisation extrêmement... en fait, je me suis pas posé cette question, mais je vois bien l'enjeu. Puis en plus, il y a aussi beaucoup de structures qui n'ont pas de RSSI. Est-ce que vous avez quand même, je veux dire, un catalogue où on retrouve de manière un peu systématique les mêmes autorisations dans un secteur d'activité ou dans, je sais pas, secteur public, secteur privé. Enfin, il doit bien y avoir quand même... Bien sûr. Alors, nous, on a une expertise qu'on a acquise auprès de nos clients. On fait un peu de conseil, mais on travaille en vente indirecte avec des partenaires qui ont même cette expertise. Et donc, nous, on connaît les bonnes pratiques. C'est ça votre question. C'est ça, parce que c'est donc même compliqué. on propose par défaut des politiques préparamétrées que les gens peuvent activer et qu'on leur recommande. Oui, voilà, parce que c'est quand même un travail de se poser cette question, de faire des ateliers, de connaître le comportement des collaborateurs. C'est pas clairement toujours le cas. Donc, alors pour aider nos clients, on a regroupé nos catégories dans des thèmes. On a un thème qui s'appelle le risque légal, un thème qui s'appelle la sécurité. Bon, en général, ils vont être interdits. Hein, donc c'est voilà, donc c'est naturel. Mais oui, notre savoir-faire, même si c'est un savoir-faire d'éditeur, on a vraiment une connaissance métier très forte qui nous permet d'accompagner nos partenaires et nos clients dans des choix qui peuvent faciliter en fait le recours à la solution, parce que c'est au-delà de l'aspect technique, là, d'un point de vue organisationnel, il peut y avoir un frein, quoi. Bien sûr. Alors, du coup, on a parlé de 50% de votre activité. Maintenant, on va parler de 50% de l'autre 50%. Du coup, est-ce que vous pouvez la présenter, expliquer pourquoi ce choix aussi... Alors, les autres activités, les autres produits qu'on a, c'est des produits qui sont toujours dans la gestion des accès Internet. Hein. Donc, c'est de la QoS, c'est de l'antivirus. Parce que une fois qu'on a accepté le flux, ce flux peut être corrompu, il peut y avoir des fichiers qui contiennent des virus et tout. Donc, pour les flux acceptés, on va aussi avoir un traitement de contenu sur ces virus. On a du déchiffrement du TLS, très important, hein, puisque si je ne déchiffre pas, je peux pas avoir ce contenu. On a des fonctions de log, on a des fonctions de statistiques avancées. Voilà, on a un ensemble de fonctionnalités, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail maintenant, mais qui viennent justement apporter une protection totale. C'est-à-dire que le client, quand il vient chez Olfeo, il sait qu'on va être capable de prendre en charge toute sa protection dans sa communication avec les flux Internet. Il y a un autre usage dont on n'a pas encore parlé dans les dernières évolutions, qui est le SaaS. Alors, le SaaS, d'abord, au niveau du comportement utilisateur. Vous savez que de plus en plus, toutes les entreprises utilisent massivement des logiciels SaaS. Encore une fois, il y a 10 ans, c'était pas le cas. On avait un éditeur CRM bien connu, quelques applications SaaS qui existaient, mais c'était relativement marginal. Aujourd'hui, tout le monde en entreprise utilise des applications SaaS. Il y a de moins en moins d'applications dites on-premise, c'est-à-dire installées dans les data centers des clients. Et ça aussi, ça va apparaître de nouveaux risques. Notamment, vous avez un des risques, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. C'est-à-dire que vous avez
des services métiers qui vont pouvoir acheter et utiliser des logiciels sans passer par les fourches codines. Ou simplement souscrire gratuitement. Souscrire gratuitement, sans passer par les fourches codines et DSI. Mais c'est important parce que quand vous avez des solutions on-premise, les services métiers, soit le marketing, le commerce, les finances, regardez des éditeurs, évaluer fonctionnellement leur intérêt. Et puis il y avait toujours une deuxième passe avec la DSI, et la DSI qui allait contrôler plein d'autres choses, quand est-ce que les sauvegardes sont bien faites, comment les faire, la pérennité de l'éditeur, les contrats, des choses assez pointues. L'interopérabilité avec d'autres équipements, avec d'autres logiciels. Et du coup, un périmètre un peu maîtrisé quand même. C'est un paramètre complètement maîtrisé, et y compris en termes de sécurité. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent sur des vidéos des produits qui peuvent comporter des risques qu'ils n'utilisent pas forcément bien, notamment en violant le RGPD. Des gens qui font pas de sauvegarde, qui ont des politiques de sécurité qui sont très mauvaises et avec des usurpations de mots de passe possibles, etc. Et ça devient terrible parce que le DSI, le RSSI, on viendra chercher sa responsabilité, même s'il a en aucun cas pris part au choix. Donc son rôle et son devoir, et là c'est ce qu'on appelle donc le Shadow IT, et dont on parle de plus en plus. Là ça monte depuis ça existe depuis 3-4 ans, mais ça monte vraiment depuis un an. C'est ce risque, c'est ce risque dans la sélection de produits de qualité douteuse, de qualité en matière de sécurité, ou de RGPD, ou d'autres contraintes, d'autres réglementations. Et puis les comportements aussi utilisateurs. C'est si j'ai un super outil marketing, mais je respecte pas le RGPD moi-même en tant qu'administrateur de la solution, c'est moi qui suis fautif. Et donc là, il y a une vraie prise de conscience. Et donc on vient de sortir là, au mois de janvier, c'est tout récent, un produit dit de CASB. Alors c'est un acronyme horrible, mais c'est Cloud Access Security Broker, qui permet justement de redonner de la visibilité dans un premier temps à nos clients. Ils peuvent identifier toutes les applications SaaS qui sont utilisées, parce que comme on intercepte les flux, on peut aussi identifier tous les flux qui correspondent à des applications, et donc je sors la liste. Vous voyez toutes les applications, en fait, l'arrivée du flux, voilà, et du coup vous pouvez sortir. Donc je peux dire tiens, on utilise tel service. Alors ça peut être Office 365, ça peut être Zoom, des produits très classiques. Ça rigole, le DSI le sait parce que c'est lui qui l'achète. Mais on va voir qu'on utilise telle application CRM inconnue de tout le monde, telle application pour le marketing ou la com, et donc on va être capable de redonner la main. Donc on a toutes les applications qu'on a rencontrées avec leur petit logo, ce qu'elles font, le nombre d'utilisateurs concernant l'entreprise par cette application, la nationalité de l'éditeur. Là, on va arriver bientôt une évaluation de la qualité de cette application, et le DSI pourra déjà avoir cette visibilité. Après, il pourrait identifier lui-même, il pourra taguer en disant j'estime que cette application est légitime, celle-là est illégitime. Alors, on peut imaginer qu'il les bloque, mais c'est un peu difficile. En revanche, il peut aller dire au directeur marketing, tiens, tu as cette application, je considère qu'elle est douteuse, est-ce que tu peux un peu m'expliquer ton choix, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? Oui, donc ça veut dire qu'en fait, on a une meilleure maîtrise du périmètre d'outils. Voilà, on a une connaissance déjà de ce qui se passe. Oui. Et après, on peut identifier des applis à problème pour aller avec la personne du métier qui a fait son choix seul, en disant voilà, je reviens, comme je revenais il y a 10 ans. Oui, parce que ça répond à son besoin. Voilà, en fait, aujourd'hui, c'est aussi le Shadow IT, il naît d'un besoin qui n'est pas adressé pour tout un tas de raisons. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'utilisation massive des solutions d'IA. Ouais, tout à fait. En fait, le SaaS, au final, le SaaS pour l'utilisateur final, c'est tellement génial par rapport à la solution on-prem. C'est hyper confort. Il peut se débarrasser du passage DSI, donc il est très content. Juridique aussi. Juridique, voilà. T'as raison. Et donc effectivement, c'est très attirant. Donc, c'est pour ça que tout le monde, je vois bien même chez nous, il y a de plus en plus d'applications SaaS, et c'est très bien. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Mais il faut quand même reprendre un minimum de contrôle. Pas au sens punition gendarme, mais est-ce que non, mais c'est maîtrise du risque. C'est maîtrise du risque. Hein. Il faut peut-être remettre dans les critères de sélection des applications SaaS des enjeux de sécurité, de RGPD pour certains d'entre eux, etc. Et aussi de souveraineté éventuellement, de sauvegarde, d'interopérabilité. Parce qu'après, choisir un produit, mais il est complètement compatible avec le RP de maison, etc. Donc c'est bien que la DSI reprenne la main.
Dans les comportements que vous observez, en tout cas chez vos clients, est-ce qu'il y a une tendance à plus fermer, à être un peu dans cette idée hyper protecteur, ou est-ce que c'est relativement ouvert et ils s'accommodent de... Vous voyez une tendance? Il y a une tendance des usages avec de plus en plus d'ouverture, de plus en plus de déplacements. Donc on l'a vu hors du territoire de l'entreprise, avec des applications de moins en moins méprisées, les applications SaaS. On a vu le BIOD, on a vu l'application des devices. C'est une nécessité absolue, c'est-à-dire que contraindre une entreprise à ne pas utiliser ces solutions, c'est la contraindre à être moins performante que ses compétiteurs, c'est la contraindre à sûrement se développer moins vite. Donc ce n'est pas souhaitable. Je parle pas là des organisations type OIV qui ont des contraintes de sécurité très différentes. Et donc c'est évidemment il y a un antagonisme avec la sécurité. Mais justement, tout l'enjeu des logiciels cyber, comme ce qu'on fait sur Olfeo, c'est nous-mêmes de faire évoluer nos propres solutions de sécurité pour qu'elles s'adaptent et qu'elles répondent justement aux besoins de sécurité de ces nouveaux usages et ces nouveaux comportements. Et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que on sort des nouveaux produits. Le Casby, on travaille dessus depuis un an, il sort en janvier. On a un autre produit qui va sortir très vite là, qui s'appelle la DLP, Data Loss Prevention. Parce que les applications SaaS aussi, surtout publiques, vous avez possibilité de faire fuiter des données. Alors évidemment, l'IA est une très belle illustration. Les gens maintenant vont mettre des données professionnelles, confidentielles, qui peuvent être récupérées par ChatGPT, etc. Des gens qui nous veulent du bien, comme vous le savez. Et déjà, c'était le cas avec les outils de traduction. Oui. Vous avez des gens qui mettaient des documents confidentiels pour faire traduire des données très très sensibles. C'est le cas avec Virus Total. Vous savez, quand vous êtes administrateur de Virus Total, que vous payez, vous avez accès à tous les fichiers qui sont envoyés, qui sont déposés. Ouais. Et on trouve des fichiers confidentiels défense. Oui, mais parce que c'était pratique. Voilà. Non, mais c'est la réalité, en fait. La méconnaissance de l'enjeu face à la praticité, plus la praticité égale comportement hyper à risque. C'est des comportements qui sont des comportements tout à fait répréhensibles par les collaborateurs, les employés. Enfin, vous êtes avocat, vous le savez, vous n'avez pas à transmettre des données confidentielles, y compris sur des plateformes. N'empêche, ça existe. Donc, il faut sensibiliser. D'ailleurs, Olfeo a une activité aussi là-dessus. Mais il faut aussi apporter des solutions techniques, justement en regardant quels sont les gens qui envoient des fichiers, marquer éventuellement ces fichiers pour que certains soient absolument non transférables, en fait, qu'on puisse pas sortir du réseau. Donc ça, c'est un gros chantier sur lequel on est en train de travailler. Comment on gère le téléphone portable ? Le téléphone portable, ça dépend. Soit c'est le téléphone portable qui vous appartient, soit c'est le téléphone portable qui appartient à l'entreprise. Donc ça, c'est une énorme différence. D'un point de vue parce que c'est un outil de... Aujourd'hui, tout le monde a ses mails sur son portable, voire son outil collaboratif est dessus, les outils d'échange collaboratifs également. Donc, on se passe aussi beaucoup d'informations entreprises. Comment est-ce que vous couvrez aussi cet outil évidemment sur les téléphones de l'entreprise, mais la rigueur, j'ai envie de dire, en tant que chef d'entreprise, ça pourrait être relativement simple de dire, interdiction de mettre ses mails sur son téléphone perso. Vous avez le droit de le mettre que sur votre téléphone qui vous est donné par l'entreprise. Et est-ce que du coup, là, Olfeo sait protéger les flux sur le téléphone portable ? Alors, cette question je dis aux gens de ne pas le faire, etc. D'abord, ils le feront. Oui, mais disons que si on a beaucoup sensibilisé et qu'on a donné une solution, normalement... Alors, on peut difficilement demander à un collaborateur sur son propre téléphone d'installer des logiciels de l'entreprise. Il y en a qui le font, il y en a qui peuvent s'y opposer. Donc, c'est pas une solution facile. Mais si vous refusez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez demander à vos collaborateurs de faire une course contre la compétition avec des haies alors que les autres n'en ont pas. Vous allez leur mettre des contraintes qui vont réduire leur productivité, réduire leur efficacité. Donc la solution, effectivement, c'est plutôt de de leur apporter des solutions de sécurité, que ces solutions de sécurité s'appliquent. Donc pour répondre à votre question,
Dans une situation de nomadisme, comme je vous disais tout à l'heure, on a un agent qui se met sur le device. Aujourd'hui, notre agent, il est compatible sur les environnements Windows, Mac. Et là, on est en train de sortir des versions pour Android et iPadOS. Ok. Et ça marche pour des équipements de l'entreprise. Mais... Si les gens n'ont pas d'entreprise, alors après, s'il n'y a pas d'équipement, si c'est pas d'équipement d'entreprise, vous avez un enjeu qui est moins fort. Il est pas nul, mais il est quand même moins fort. Recevoir des mails, c'est pas extrêmement grave. Mais c'est que s'ils doivent se connecter au réseau de l'entreprise. Alors, j'estime pas que recevoir des mails en rentrant sur l'adresse, ce soit vraiment un risque de sécurité extrêmement grand. Non, c'était pas dans ce sens-là. Ce qui est grave, c'est qu'ils se connectent au système d'information. Exactement, c'était plus que là, ils déversent des informations qui Exactement. pourraient être pourries. Bah là, dans ces cas-là, c'est un petit peu comme on l'expliquait tout à l'heure avec les devices des gens. Je pense qu'il faut, il faut dire, OK, si tu veux faire ça, je veux bien, mais dans ce cas-là, je t'impose que tu aies une protection que je te donne et que tu dois installer sur ton device. Qui protégera tout le monde en plus. Ouais. Alors, vous avez évoqué plusieurs fois le fait de passer par des distributeurs pour distribuer vos solutions, vos produits. Ouais. Est-ce que vous pourriez parler du coup de ce canal de vente et aussi nous expliquer qui sont vos clients et comment ça se structure, comment et voilà, structurer un peu votre panel de clients. Tout à fait. Alors, l'usage dans la cyber, c'est d'avoir des partenaires intégrateurs qui diffusent nos solutions, ainsi éventuellement des grossistes qui eux-mêmes adressent les partenaires intégrateurs. Donc il y a deux couches entre Olfeo et le client final. Donc c'est un usage du secteur cyber dont il est quasi impossible de se départir. Donc on utilise depuis de nombreuses années ce canal, et donc donc nous on se concentre sur notre métier d'éditeur, et on a des distributeurs, hein, donc ces fameux intégrateurs dans toute la France, un petit peu aussi en Europe et dans les départements et territoires d'outre-mer, qui vont proposer aux clients finaux nos solutions, qui vont les installer, qui vont former ces clients finaux et assurer une partie du support auprès d'eux. C'est un choix qu'on a fait depuis toujours et qui nous convient parfaitement. Et alors, ils adressent quelle typologie de clients? Est-ce qu'il y a une répartition secteur privé, secteur public? Alors, tout cet aspect de sécurité, évidemment, concerne toutes les organisations, mais chez Olfeo, on a une présence particulière dans les administrations publiques, au sens très large, des très grandes administrations, des ministères, des administrations centrales très importantes. On a le ministère des Armées, la CNIL, le Conseil d'État, et on a des collectivités territoriales, donc des communes, des comités d'agglo, mais des conseils départementaux, régionaux. Et on est aussi très présent dans le domaine de la santé, avec beaucoup d'hôpitaux qui sont particulièrement attaqués. Voilà. Et puis, ça, évidemment, ne nous empêche pas d'avoir beaucoup d'entreprises privées aussi, hein, c'est à peu près moitié-moitié, peut-être un peu plus d'administration. Et là, on a tout secteur, industrie, banque, assurance, avec des très très belles références dans tous ces domaines. Parce qu'encore une fois, notre offre s'adapte à tout type d'entreprise. Alors, je dirais la segmentation elle est plutôt en termes de taille. Donc, on s'adresse à des comptes qui ont entre 500 et 5000 utilisateurs. On a les plus petits, on a les plus gros, mais c'est là où on trouve le cœur de notre marché. Et c'est des entreprises, alors pour le privé, qui sont françaises essentiellement, mais avec des filiales à l'étranger, qu'on sait aussi. Donc c'est plutôt des environnements, on va dire, complexes, avec un... Oui, c'est de l'ETI, Ouais. Et son équivalent public, dans ces tailles-là, 500, 5000. D'accord. On a tout à l'heure évoqué le fait que vous étiez... il y avait un virage sur le SaaS contre le on-premise. Vous aussi, vous avez pris ce virage. Historiquement, vous aviez des solutions qui étaient plutôt on-premise. Vous faites le choix depuis à peu près 2 ans de passer sur des solutions SaaS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous avez finalement fait ce choix et qu'est-ce que ça apporte en plus ou qu'est-ce que ça apporte de différent aussi pour vos clients? J'imagine qu'il y a certains clients qui
restent sur du on-premise pour des raisons qui leur sont propres. Je pense notamment à des administrations qui, elles, n'auraient pas le choix. Mais voilà, si vous pouvez expliquer ce choix aussi. Alors, les bénéfices qu'on a exposés rapidement tout à l'heure des applications SaaS s'appliquent aussi aux applications de sécurité. Nos solutions historiquement étaient on-premise et on a engagé un énorme travail au sein d'Olfeo il y a 4-5 ans qui a abouti justement à la sortie d'une version SaaS de notre offre il y a 18 mois, qui connaît un succès important et justement qui a pour bénéfice pour nos clients finaux d'avoir passé beaucoup moins de temps à l'administration de ces solutions, parce que c'est nous en gros qui hébergeons la solution. On offre, ils ont toujours à disposition la console, mais ils n'ont plus à gérer les montées de version. Je parle même pas de l'installation des serveurs. Et le produit évolue et c'est beaucoup plus facile pour eux. Et vous savez que dans le domaine de la cyber, il y a une pénurie de ressources et de talents. Et donc les entreprises, les RSSI, les DSI sont à la recherche de solutions qui justement consomment le moins de temps possible en exploitation, tout en assurant un très haut niveau de performance en matière de sécurité. Et le SaaS c'est la solution. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a sorti cette offre. On a vu, alors les Américains encore une fois avaient sorti ces produits-là il y a plus longtemps, il y a déjà 6, 7, 8 ans. Et le besoin s'est accéléré avec le Covid. Justement, on avait démarré juste avant le Covid cette création de cette nouvelle offre. Ça a été accéléré, donc avec une sortie il y a 18 mois, on arrivait à point nommé, et cette offre connaît un succès important. Alors il y a maintenant encore des gens qui ne veulent pas passer en SaaS. Hein. Je pense qu'en matière d'équipement sur notre secteur ETI, c'est un taux d'équipement de 15-20%, donc il y a encore beaucoup à faire. Il y a des réticences éventuelles. En fait, les deux freins qu'on constate, c'est le premier, c'est un frein un peu psychologique. Effectivement, si je passe en SaaS, c'est-à-dire que tous mes flux vont être donnés à un tiers, et ce tiers doit être de confiance. Puisqu'en fait, on va reprendre tout le flux Internet de nos clients, en déchiffrant le TLS accessoirement. Et si l'éditeur avait une intention maligne, il pourrait accéder à toute l'information que j'échange avec l'extérieur. Donc, vous imaginez l'enjeu qu'il y a derrière. Oui, de confidentialité, il y a un enjeu business très très lourd. C'est incroyable. Même RGPD, etc. Et imaginez qu'avant l'arrivée d'Olfeo, il n'y avait aucune offre européenne sur le marché. Enfin, même pas française, hein, aucune offre européenne. Et donc cette réticence, on est en train de la vaincre, seulement grâce à cette solution Olfeo, puisqu'on est la seule solution SaaS de sécurité dans le domaine d'ISSE, française et même européenne. Donc cette réticence-là, on est en train de la faire sauter. Et c'est pour ça qu'on a repris depuis 2 ans une croissance importante. L'autre élément qui freine, c'est la capacité des infras. C'est-à-dire que pour avoir une solution SaaS comme la nôtre, vous devez avoir des annuaires qui sont même en SaaS, exposés, etc. Donc, et ça, c'est encore pas le cas pour tous. Alors, ça, il y a un mouvement, évidemment, qui est en train de pousser, évidemment, qui nous aide. Mais c'est aussi une raison technique qui fait que ce déploiement SaaS va se faire étape par étape. Aujourd'hui, on a 10-15% de nos clients qui sont en SaaS. Vous voyez, en 18 mois. Bah, je pense que dans 3 ans, on en aura 60%. Et effectivement, il y en a qui resteront toujours on-premise. Je vous ai cité comme client le ministère des Armées. On a d'autres OIV, donc organismes d'importance vitale. Et évidemment, ces établissements ne sont pas prêts à utiliser ces solutions SaaS, en tout cas mutualisées. Donc peut-être qu'on va prévoir pour eux des solutions SaaS, mais dans des environnements un peu contraints, pour qu'ils puissent bénéficier de tous les avantages sans avoir les inconvénients. Et notamment l'inconvénient d'avoir des solutions américaines, puisque la compétition, elle est constituée, comme il y a 20 ans, par des solutions américaines. Et vous savez, elles sont soumises au Cloud Act, au FISA, etc. Et vous imaginez bien que notre ami Donald Trump, il ne va pas s'en priver. Donc c'est un avantage énorme pour nous. On est les seuls qui respectent le RGPD, etc. Donc je reviendrai pas sur la trahison de Van der Leyen il y a 2 ans. Mais voilà, on est les seuls à respecter le RGPD, et puis on est
est complètement souverain, on le fait d'une société intégralement française, avec des collaborateurs français, des capitaux français. Donc on est la meilleure défense à ce niveau-là, en cyber, en Europe. Mais justement, c'est vraiment un combat un peu David contre Goliath sur ce secteur-là. Comment on fait pour tenir face à la pression, parce que on peut parler de pression quand même. Comment on fait pour tenir face aux géants américains qui ont des longueurs d'avance, pas toujours, mais en tout cas une puissance de communication, une puissance marketing, des investissements. On n'a pas du tout la même stratégie industrielle. Je pense que tout le monde, enfin, ça n'étonne personne de dire ça. On n'a pas du tout la même politique industrielle. On n'a pas non plus le même cash qui est investi dans les structures aujourd'hui en Europe. Je parle même pas au-delà de la France. Hein. Non, mais alors. Du coup, comment on se bat? Parce que ça aussi, c'est un sujet, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est dire oui, mais les Américains sont plus forts, c'est de meilleure qualité. Mais il y a aussi beaucoup de marketing. Enfin, c'est aussi beaucoup de paillettes. Quand on gratte, c'est pas toujours le cas. Comment on se bat en tant que PDG d'une structure française, européenne? Comment on se bat contre ces éditeurs? On a bien compris que la qualité était évidemment un avantage concurrentiel. Vous avez un outil parfaitement adapté à votre marché. Mais au-delà de ça, au-delà de la technique, au-delà de la qualité du produit, comment on fait? Ils ont des avantages, vous l'avez cité, financières, marketing. Ils ont un sponsor étatique incroyable. Voilà, vous parlez de politique industrielle. Nous, on n'en a pas, en fait, de politique industrielle en France. En industrie tout court et en industrie cyber aussi. On a juste des contraintes et des réglementations qui viennent nous mettre des haies. Donc ça, c'est effectivement absolument pas une aide. Mais ces sociétés américaines, donc il faut compter que sur soi-même. Alors, bon, je vais pas dans être ingrat parce que on a beaucoup progressé, évolué grâce à des aides d'État, que ce soit des aides financières ou parce que justement des OIV ou des établissements publics nous ont fait confiance. Donc j'étais un peu taquin, mais c'est pas complètement faux ce que je viens de dire. Ces boîtes américaines ont aussi des contraintes. Elles ont aussi, étant plus grosses, visant des marchés beaucoup plus gros, elles ont des solutions qui sont très globales et qui sont moins adaptées. Et depuis 20 ans, pourquoi on a réussi à avancer, à progresser? Parce que justement, on a essayé de mieux comprendre les besoins européens et d'avoir des solutions qui étaient beaucoup plus adaptées à ce marché européen. Notamment, ce qui était vrai il y a 20 ans est toujours vrai, on connaît beaucoup mieux les comportements utilisateurs des Européens, les sites visités, donc on est capable de les protéger. Et à tel point qu'on a sorti justement une fonctionnalité qu'on appelle le trust centric, qui n'est présent dans aucun produit de la compétition, qui consiste justement à changer complètement le paradigme d'accès Internet. Aujourd'hui, les solutions de sécurité vont par défaut laisser passer tous les flux Internet et essayer d'identifier parmi ces flux Internet ceux qui sont malsains, condamnables, pour les bloquer. Or, les hackers, ils ont parfaitement compris cette approche un peu dite de blacklist. Et donc, ils créent plein de menaces, des millions de sites Internet. Et les solutions qui sont basées sur ce principe, elles peuvent pas avoir des bases de données qui référencent toutes les attaques. Non, parce qu'on peut pas anticiper toutes les créations, en fait. Les attaques, elles sont... les sites, ils sont créés 2 minutes avant l'attaque, donc il y a aucune façon. Et nous, on a une tellement bonne connaissance des comportements Internet qu'on a pris une position complètement différente. C'est-à-dire que nous, on accepte que les flux qu'on considère comme légitimes. Donc, quand vous avez un collaborateur qui va aller sur un site Internet, si ce site Internet fait pas partie, vous allez mettre la liste blanche Olfeo, c'est-à-dire des sites identifiés et considérés comme légitimes, il ne sera pas autorisé. Donc, si un hacker crée un site juste avant son attaque, nous, on va pas le reconnaître, pas plus que n'importe quel de nos compétiteurs, mais à la différence des compétiteurs, nous, on va le bloquer. Okay. Donc, c'est une différence essentielle. Après, on a la différence juridique. On respecte beaucoup mieux le droit du travail. On a des fonctionnalités de charte informatique, par exemple. Quand vous mettez en place une solution comme ça, il faut avoir une charte informatique. Oui, et puis il y a la question de la déconnexion, etc., que vous avez évoqué tout à l'heure en disant on peut ouvrir des sites, mais j'imagine du coup on peut aussi fermer. Voilà. Donc ça, on a des fonctionnalités qui sont bien meilleures. On a des fonctions de sensibilisation qui sont très très importantes. On a ces notions de RGPD qui sont très 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 avancées. Et puis on a cette notion de souveraineté qui est aussi importante. Donc ça, ce sont des différences.
Et quel que soit le marketing, quel que soit l'argent de nos compétiteurs, ils ne peuvent pas venir sur ce terrain-là. C'est contre leur culture et c'est pas possible avec un marché stratégie mondial. globale. Voilà, en fait, c'est la stratégie globale qui fait que. Exactement. Donc nous, on va avoir des solutions qui sont plus précises, plus adaptées, plus souveraines. Alexandre, merci beaucoup Je vous en prie. d'avoir présenté avec autant de précision Olfeo. J'espère que ça a éclairé nos auditeurs. S'ils ont des questions, ils peuvent venir sur votre site internet naturellement. Merci infiniment d'être venu au micro de la robe numérique. Et si vous nous suivez sur les réseaux, n'hésitez pas à aller sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée, nous mettre des petites étoiles et parler de ce podcast. Et si vous connaissez des porteurs de projets de la tech française ou européenne, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. L'équipe Com sera ravie d'échanger avec eux. Merci infiniment. À très bientôt. Merci beaucoup.